Mesdames et messieurs, l'actualité politique en Côte d'Ivoire prend une nouvelle tournure explosive. Le RHDP, parti au pouvoir, vient de lancer un défi inédit, et pas à n'importe qui, à l'Organisation des Nations Unies elle-même, mais aussi au peuple ivoirien. Selon leurs responsables, ils se disent prêts à affronter l'ONU, une position qui interpelle et qui soulève de nombreuses questions sur les rapports entre le pouvoir, la communauté internationale et la société ivoirienne. Faut-il y voir un acte de fermeté, un geste de provocation ou une stratégie politique calculée ? Chacun se fera son idée. Ce qui est certain, c'est que cette déclaration ne laissera personne indifférent. Sans plus tarder, je vous invite à suivre la vidéo attentivement pour comprendre l'ampleur de ce message et ses possibles conséquences. De plus important, dans cette rencontre, Pascal Affi-N'Guessan souhaiterait que le processus électoral ivoirien en cours soit stoppé. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire que Affi veut prendre à contre-pied la loi en vigueur dans d'autres pays. Quand vous suivez ce que le représentant spécial des Nations Unies a dit, par rapport à ce que le président Affi a dit, c'est deux choses complètement différentes. Le représentant spécial, il reste couché à la loi, et Affi, lui, il veut imposer sa vision des choses. Et c'est pourquoi il serait bien que le président Affi-N'Guessan comprenne qu'il ait la lucidité, n'est-ce pas, de comprendre que les Nations Unies fonctionnent sur la base de la légalité. Et une légalité qui découle, n'est-ce pas, de la loi régulièrement en vigueur dans un pays. Et sauf s'il y a, n'est-ce pas, des situations extrêmement graves. Est-ce que c'est le cas actuellement? Je dis non. Le président, je dirais le représentant de l'ONU, n'est-ce pas, a été assez clair. Il a parlé d'exclusion, mais il a parlé aussi des lois qui doivent être respectées, afin qu'on aille à un scrutin apaisé. Et le président Affi appelle, n'est-ce pas, à stopper tout ça. Bon, je crois qu'il fait un peu, je dirais un peu dans le buzz. Il veut choquer, mais je crois qu'il faut se conformer à ce que l'ONU a dit pour ne pas tromper les Ivoiriens, pour ne pas tromper ses supporters. Bien, alors Samba David, le FPI, selon Pascal Affi-N'Guessan, parle de menaces multiples. Quelles sont selon vous les menaces précises qui rendent ce processus électoral si risqué sur divers plans, avec les questions sécuritaires, l'exclusion politique, le manque de transparence? Donc, je voudrais saluer ici la présence de tous. Je suis très heureux de retrouver encore des frères à ce débat. Pour ma part, quand le président Affi-N'Guessan parle de menaces, il y a déjà ce que nous assistons ici, ce à quoi nous assistons ici dans la sous-région déjà, les pays limitrophes, avec tous ces bruits des présidents militaires qui sont venus au pouvoir et tout ça. Et il y a aussi les décisions judiciaires ou bien juridiques prises qui pourraient conduire à cela. Les menaces, il faut revoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire les années antérieures. Qu'est-ce qui a mené la crise? Quand le président Affi-N'Guessan dit ce qui se passe en Côte d'Ivoire est encore plus dangereux, ce qui veut dire que l'année dernière ou les années antérieures, il n'y avait pas ces exclusions à grande échelle. Le président Bédi avait été retenu, le président Pascal Affi-N'Guessan avait été retenu, et tout ça. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas été retenu, parce qu'il d'abord, il n'était pas là. Mais aujourd'hui, il n'était pas sur la liste électorale. Toutes ces forces vives là sont aujourd'hui là, et nous constatons que cette décision prise par le Conseil constitutionnel, qui, selon pour nous et pour le commun des mortels, est un rejet programmé. Regardez pourquoi la CEI, malgré que le budget ait été voté, ait refusé catégoriquement de faire la RLE. C'était un projet savamment orchestré pour écarter le président Cheikh Tidiane Thiam, dont l'ancrage populaire aujourd'hui effraie ses adversaires. Et cette mesure d'amnistie que le président Ouattara tente de prendre à l'endroit du président Laurent Gbagbo, c'était également d'écarter les compétitions électorales. Alors, tous ces rejets de candidature créent vraiment une situation de risque dans notre pays. Et quand le président Pascal Affi-N'Guessan dit il faut reporter les élections, mais ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire, cher frère Karamoko. En 2005, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi?
parce que les conditions n'étaient pas... L'opposition n'avait pas voulu qu'il y ait les conditions, parce que les conditions, selon eux, n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, nous disons qu'au lieu de compter les morts, mieux vaut reporter ces élections et préserver des vies. Et nous nous inscrivons donc dans cette logique avec le président Pascal Affi N'Guessan, qui préfère que nous comptions les vies. En 2020, je finis. En 2020, quand l'opposition avait dit encore de reporter les élections pour revoir les conditions, la CEI a dit non. Et le président avait dit non, il faut respecter le calendrier électoral. Mais en fin de compte, officiellement, on a compté près de 80 morts. Faut-il à chaque année électorale compter des morts que de compter des vies? On va aux élections pour vivre, non pas pour mourir. Bien. Alors, Éric Bayala, est-ce qu'en parlant d'un risque de nouvelle crise comparable à celle de 2010-2011, est-ce que Pascal Affi N'Guessan entretient ici volontairement ou non une forme de psychose au sein de la population? Absolument, absolument. Quand on sait qu'il a été le porte-parole... Mais est-ce que ce n'est pas la réalité, ce qu'il dit également? Vous savez, j'ai toujours l'habitude de le dire, il y a ceux qui sont citoyens, partisans de la paix et de la Côte d'Ivoire stable, et il y a ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire ne sera stable lorsqu'ils seront présidents de la République ou bien lorsqu'ils seront au pouvoir. Donc nous sommes dans deux mondes différents, où les uns se sont abonnés à une rêverie utopique et les autres sont dans la réelle politique, ils apprécient la situation politique réelle de la Côte d'Ivoire. Quand on a fini d'être porte-parole d'une certaine CNT, avec tout ce que cela a conduit, et qu'on a été pris dans une forme de déguisement, et que encore pour une fois de plus, pour des raisons de réconciliation nationale, on vous a sorti du cachot et que vous n'avez pas eu à purger votre peine, justement, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc depuis 2020, ils sont dans une situation de tout faire pour mettre à mal la situation de paix en Côte d'Ivoire. Mais en quoi est-ce que la situation sous-régionale pourrait menacer les élections si on respecte la loi? Tout récemment au Ghana, il y a eu l'élection présidentielle. Mais ça s'est fait dans un contexte où il y a toujours cette menace sous-régionale. Mais pourtant, les élections se sont tenues. Tout simplement parce que les acteurs convoqués à ces élections ont respecté la loi. Et donc, les élections se sont bien tenues. En Côte d'Ivoire, si tous ceux qui ont été retenus conformément à la loi font campagne et que les élections se tiennent, bien évidemment, il n'y a pas de menace. Bien, quand vous parlez de conformément à la loi, il y a le cas Tidjane Thiam, oui, qui pourrait être candidat s'il y avait une révision électorale en 2025, oui, une deuxième révision, voilà. Mais malheureusement, il n'y aura pas de révision électorale quand on sait que Tidjane Thiam, voilà, est frappé par cette décision. On ne fait pas la révision électorale pour satisfaire un individu. Elle est annuelle selon le code électoral, selon l'article 6 du code électoral. Parce que ce que les gens semblent oublier, une année commence le 1er janvier 2000X et finit le 31 décembre 2000X. Ça fait une année. Mais par contre, dans ce cas précis, on peut commencer une année, par exemple le 1er juillet, pour finir cette même année, par exemple le 1er juillet 2024, pour finir cette même année, qu'on appelle ça en 2025. Mais je veux dire, des années se tiennent à cheval. Bien, mais ce n'est bien pas le cas de Tidjane Thiam. Dans le cas de Tidjane Thiam. Mais voici quelqu'un, est-ce que, parce que lui-même, ayant renoncé à sa nationalité, ça doit pouvoir avoir une incidence sur la remise ou bien sur la tenue d'une RLE? Ce n'est pas le cas. C'est la violation de la loi. Non, ça c'est d'abord le premier cas. Le second cas, ce qui concerne le retard ou bien la non-tenue de la RLE, mais n'oubliez pas que c'est du fait même des partis politiques. C'est pas vrai. Parce que lorsqu'il s'agit de respecter le calendrier selon la CEI, ce sont les mêmes partis politiques qui ont estimé qu'à un moment donné, non seulement ils n'étaient pas prêts du fait qu'il y avait la rentrée scolaire, il y avait la saison des pluies, il y avait ceci, il y avait cela, donc il fallait reporter. Mais en reportant, ce qu'ils ont oublié derrière, il y avait une incidence fâcheuse sur la tenue des dates. Bien. Donc c'est très clair que pour vous, il n'y a pas de menace qui... Mais absolument. Bon, dites-moi en quoi est-ce que... Okay. Parce que comme je vous l'ai dit, dans tout processus électoral, que ce soit en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, aucun processus n'est inclusif. Bien. Dès l'instant où il y a on va pas aussi exclure certains candidats. Dès l'instant où il y a un code électoral,
tous ceux qui se conforment au code électoral passent par le tamis et ils sont retenus. Si vous n'êtes pas retenu, c'est parce que vous êtes en conflit avec les dispositions des lois qui sont établies. Bien, parce que sinon, si ce n'était pas le cas, on aurait dû demander à tout le monde de venir être candidat. Prochaine question, Gaël. L'autre question que certains Ivoiriens se posent, c'est est-ce que les Nations Unies ont aujourd'hui le poids diplomatique et le cadre juridique pour pouvoir interrompre le processus électoral ivoirien? Merci, M. Sidik. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, saluer tous nos téléspectateurs, tous ces fidèles-là qui nous suivent à la télévision et surtout sur les réseaux sociaux. Merci à eux de nous suivre tous les jours. Alors, pour répondre à cette question, je vais aller dans un but un peu technique parce que j'ai cru entendre certaines personnes dire que lorsqu'il n'y a pas de guerre dans un pays, l'ONU ne peut pas intervenir. Je sais qu'en France, quand il y a des élections, on n'a jamais vu l'ONU venir en mission préélectorale. Dans certains pays, là où la démocratie, où on parle de grande démocratie, aux États-Unis, un peu partout, lorsqu'il y a les élections, on ne voit pas l'ONU. Mais on peut rappeler ici, en moins de 6 mois presque, l'ONU nous rend visite. Là, je peux dire que sur le deuxième temps de l'année, ça fait la deuxième fois que l'ONU vient. On peut faire la politique de l'autruche, on peut se cacher, mais pour moi, ça n'honore même pas le pays que le RHDP a fait 15 ans. Si le RHDP avait réussi à vraiment réussir le chantier de la cohésion, avait réussi le chantier de tous ces problèmes politiques qui ne finissent pas depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, on n'aurait pas vu l'ONU venir en Côte d'Ivoire. Donc, si l'ONU est là aujourd'hui, c'est qu'il y a matière à ce que ce représentant-là soit sur le terrain. En quoi le représentant spécial du SG des Nations Unies, lorsqu'il avait sa rencontre avec le chef de l'État, c'était précisé que cette rencontre a lieu dans chaque pays à l'approche des élections. Dans chaque pays, mais ça fait combien de fois qu'ils sont en Côte d'Ivoire? Il l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une seule fois qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. C'est dans le but, en fait, de prévenir. C'est parce que depuis l'extérieur, les gens ont des échos. Donc, ils viennent pour consulter toute la classe. Et ça tombe bien, ce n'est pas seulement le président Afin Guessan qu'ils ont vu. Ils viennent consulter tous les Ivoiriens, de sorte à écouter à gauche et à droite, afin de pouvoir trouver, comme on appelle, la solution pour que tout se passe bien. Pourquoi? Pour effectivement éviter qu'on entre encore dans des violences ou bien dans une crise. Avant de m'arrêter, je voudrais donner quelques statistiques, quelques éléments. Ce n'est pas des statistiques en tant que telles. En 2008, il y a eu une intervention de l'ONU au Zimbabwe, au Kenya en 2002, au Niger en 2021. Il n'y avait pas de guerre, mais la tension était à un certain niveau. Donc, l'ONU, dans ces cas-là, est venue sur le terrain, a écouté les partis, les différents partis, et puis a fait des recommandations qui ont porté. Donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on est dans ce style-là. L'opposition crie un peu partout parce qu'à l'intérieur, pense ne pas se faire entendre. Si l'ONU est là aujourd'hui pour écouter cette opposition-là, c'est que justement, la communauté internationale est au chevet des Ivoiriens pour éviter encore qu'il y ait des morts. Bien, allez-y. Je crois que la présence de l'ONU, c'est pour la paix. L'ONU est toujours là pour la paix. Et je ne pense pas qu'au Ghana, juste à côté, dont il a parlé, l'ONU y était. Si. L'ONU y était pour appeler à l'apaisement. Mais là où l'ONU est, comme l'a dit le frère, l'ONU vient en Côte d'Ivoire, on dit à nouveau. C'est pour dire que dans la même année, à l'approche des élections, l'ONU revient pour dire que le ton n'est pas bon et mieux vaut venir appeler à l'apaisement que de venir après. Ce que je voudrais faire rappeler aux uns ou aux autres, quand ils veulent attacher à la loi, tout à l'heure, mon frère Bayala disait, si la RRE n'a pas eu lieu, c'est parce qu'ils ont tenu compte de la rentrée scolaire. Ils ont tenu compte des... Non, c'est parce que... Non, c'est ce que tu viens de dire. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Et là, pour dire quoi? C'est la pensée de l'opposition. C'est pas la pensée de l'opposition. Il y a eu une violation de loi. La loi a été violée. La loi dit, à chaque année, il faut faire la RLE. Chaque année. Et le budget a été voté pour ça. Pourquoi ne pas faire la RLE? C'est de façon volontaire. Pour éliminer certaines personnes, que la RLE n'a pas été faite. Ça, il faut qu'on reconnaisse ça. C'est une violation de loi. Quand on dit la loi, mais ça c'est une loi. La loi dit, chaque année, il faut faire. Et ce n'est pas de la volonté du président Chéri qui dit, moi je ne fais pas la RLE avant les élections, je vais faire ça après les élections. Ça répond à quoi? Donc c'est une volonté manifeste. Et c'est pour cela, nous parlons de la complicité de la CEI et du Conseil constitutionnel d'écarter dans ce rejet de candidature-là, qui était déjà programmé. Ça, il faut que vous le reconnaissiez. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est pas juste. Et puis, ayez l'honnêteté
de reconnaître que le ton qui est utilisé aujourd'hui, quand l'opposition dit « nous allons aller, quel que soit le rejet de nos candidatures, nous allons aux élections », et que vous vous dites « non, allons aux élections forcément », qu'est-ce qu'on veut finalement? Bien. Est-ce que les élections sont faites pour tuer ou pour sauver des vies? Bien, Samba David, merci. Voilà. Les élections sont faites pour pouvoir voter, choisir le futur président ivoirien. Allez-y, réaction. Oui, ce que je veux dire, les élections, pardon, la RLE est faite chaque année, mais la loi ne dit pas ça se fait dans tel ou tel mois. On dit chaque année. À ce que je sache, nous sommes encore en 2025. Ça, c'est d'abord un fait. Mais à quel moment ils vont faire Non. Si on est encore en 2025. Est-ce que nous sommes en 2025, oui ou non? Nous sommes en 2025. Si nous sommes en 2025. Mais si nous sommes en 2025, finalement, s'il vous plaît, merci, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand M. Kibia va appeler les Ivoiriens, s'il vous plaît, on ne vous entend pas qu'on parle en même temps. Allez-y, sur un plateau. On a 3 minutes rapidement pour terminer cette partie. Allez-y. A besoin de discipline. C'est une analyse. On est d'accord? Donc, quand mon tour de parole. Ils ont bien compris. Allez-y, on nous entend les fêtes. On n'est pas en salle de conférence. Que la RLE dont vous parlez, il est écrit dans la loi que ça se fait chaque année, sans tout soit spécifié le moment où ça doit se tenir. Pour l'instant, je constate en tant que citoyen que nous sommes en 2025. C'est très clair. Ça, c'est d'abord le premier fait. Le second fait, quand vous dites que l'opposition veut aller coûte que coûte aux élections, quand bien même qu'ils sont certains de leurs candidats n'avaient pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Mais il ne faut pas réinventer la roue. La Côte d'Ivoire ne vient pas de net, elle n'a pas jailli ex nihilo. Dans un passé récent, une des figures de proue de notre politique, le président Laurent Gbagbo notamment, l'a dit clairement que si le président Alassane Ouattara et le président Bédié ne sont pas retenus, ça fait quoi? Mais ils n'ont pas appelé à un boycott ou ils n'ont pas appelé à un affrontement. Ils ont respecté la loi, quand bien même que celle-ci avait des raisons d'être contestée. Mais c'est la loi. Comprenez que la loi est une disposition qui est faite non pas pour nous arranger, mais qui est faite pour régir les rapports entre les individus dans une société. Donc, ce n'est pas parce qu'elle ne se prononce pas en votre faveur qu'elle est mauvaise. Pour l'instant, en tant que citoyen, je constate que le Conseil constitutionnel, qui est l'arbitre des élections, le seul juge habilité à interpréter la loi constitutionnelle, nous dit, voici sur les 60 candidats, il y a 55 qui remplissent les conditions. Qui suis-je, moi, individu, pour dire que c'est faux? Alors, de quel moyen je dispose pour remettre en cause cette disposition? En somme, la proposition de Pascal Affi-N'Guesson ne pourrait pas aboutir. Non, mais justement, vous savez très bien qu'en 2000, c'est le Front populaire ivoirien qui était au pouvoir. Combien de fois le Front populaire ivoirien a recusé les propositions de l'ONU quand on parlait de l'échéance électorale? Ils ont estimé que la Côte d'Ivoire était un pays souverain et qu'ils n'en avaient rien à foutre des dispositions de l'ONU. Comment vient-il que ceux qui ont refusé les Nations Unies hier, aujourd'hui, viennent dire que l'ONU est pas s'il vous plaît, messieurs. Alors, prochaine question. Alors, Affi-N'Guesson appelle à un véritable processus de dialogue. Alors, on se demande quel format de dialogue pourrait aujourd'hui rassurer toutes les parties et qui devrait être le garant pour qu'il soit crédible, l'ancien Karamoko. Avant de répondre à votre question, je voudrais répondre rapidement. On a une minute pour terminer. Très rapidement, parce que le débatteur Samba David a dit, parlant de report, qu'en 2005, il y a eu report parce que l'opposition l'a demandé. Il m'inscrit en faux. En 2004 déjà, l'opposition avait projeté une marche pour réclamer justement que les élections se tiennent. Parce qu'on ne finissait pas avec le louvoiement, n'est-ce pas, du parti au pouvoir en son temps. Donc, si les élections ne sont pas tenues en 2005, c'est simplement, uniquement que par la volonté du FPI au pouvoir en son temps. Non, le respect de la Constitution, parce qu'il y avait... Oui, mais ce n'est pas l'opposition qui a demandé... Non, vous avez dit de façon très claire... Vous avez dit de façon très claire que c'est l'opposition... Non. Vous avez dit de façon très claire que l'opposition avait en son temps demandé le report. J'ai dit que non, c'est le parti au pouvoir. C'est disant que les conditions n'étaient pas réunies, alors, on ne pouvait pas aller rapidement. Est-ce que le dialogue politique est possible? Actuellement, il ne faut pas parler de dialogue politique. Le pays ne peut pas fonctionner, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, des desiderata de l'opposition. Il y a une loi qui nous régit, il faut respecter la loi. Allez-y, Samba David. Ok, c'est déjà très intéressant que l'État décide d'investir 211,4 milliards pour produire à la population, aux populations, de l'eau potable. Mais nous aurions souhaité que quand ces montants sont aussi importants et que cela est du fait aussi du contribuable que nous sommes,
il faut qu'il y ait un suivi. Parce que nous sommes habitués à entendre des détournements par-ci, par-là, sous M. Ouattara, des détournements de centaines de milliards, et qui n'ont jamais reçu, qui n'ont pas eu de sanctions en tant que telles. Si aujourd'hui, ces 200 milliards à l'approche des élections sont annoncés, on espère que ces montants ne seront pas détournés au profit des campagnes et que ces personnes soient promues après. Bien. Allez-y, allez-y. Allez-y rapidement, Gaël. Alors, 211 milliards, c'est bon à prendre. Moi, je veux plus penser aux zones très reculées relativement à la disparité. Parce que Abidjan, vous le vivez comme si vous êtes à Paris, dans le grand Abidjan et partout, mais sincèrement, il y a des zones où quand vous arrivez à l'intérieur du pays et vous n'avez même pas d'eau potable, c'est vraiment choquant. Bien, l'international socialiste interpelle Abidjan sur les cas des candidatures Pascal Affi-N'Guessan, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Gaël Lakma, que traduit pour vous cette profonde préoccupation de l'international socialiste sur l'état de la démocratie ivoirienne? Alors, il faut retenir que cette interpellation valide les préoccupations de l'opposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui veut dire que depuis l'extérieur, les gens, on va dire, regardent bien de près la situation en Côte d'Ivoire. Cela montre que la situation est très bien suivie à ce niveau-là. Et puis, le fait que les opposants se retrouvent dans une position où ils sont marginalisés, ça nuit un peu quelque part à l'image de la Côte d'Ivoire quand on sait qu'on parle d'un pays qui a opté pour la démocratie et puis les gens de l'autre côté entendent que certaines personnes ont été exclues irrégulièrement dans la course à la présidence. Il n'y a pas que cette question. Il y a eu la question de la CEI, de la RLE qui est revenue, l'opposition qui demande toujours un dialogue pour que les choses se passent bien et de l'autre côté, on fait la sourde oreille. Au plan international, tout ça, ce n'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, normalement, le gouvernement devrait faire attention à tout ceci et puis chercher à au moins écouter son opposition pour une fois, même si ça semble aujourd'hui, je vois Bayala qui sourit, avec Aramoko, ça semble irréel pour eux, bien. Mais pour les Ivoiriens, il faudrait une fois penser à ce que... mais vous étiez entendu. Alors, oui, voilà. Comment vous interprétez ce soutien de l'international socialiste à Pascal Affi-N'Guessan, mais en plus à Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam? Oui, il y a deux points à ce que l'international intervienne sur la question politique en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se passe ne saurait vraiment laisser indifférent toutes ces personnes avisées et qui pratiquent la démocratie dans le pays. La démocratie, c'est, dit-on, la séparation des pouvoirs. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, quand l'exécutif décide, d'autres pouvoirs qui étaient censés être indépendants exécutent. Je vous ai parlé donc du judiciaire également. Il est incompréhensible que le Conseil constitutionnel déclare acceptable un candidat qui est le président sortant, qui n'a pas atteint les 1%. 85 000 parrains, il est accepté. Et là où quelqu'un a 169 000 parrains, il est rejeté. C'est pas normal. Mais cela n'a pas été signifié dans le communiqué. Oui, cela a été signifié puisque le préfet... Non, dans le communiqué de l'international socialiste, on dit comment vous interprétez ce soutien à Affi-N'Guessan, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam? Qu'est-ce qui entoure toutes les élections en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui inquiète? Ce sont les décisions prises. Et c'est la violation ou le recul de la démocratie qui fait intervenir. Bien, parce que l'international socialiste parle d'élections inclusives avec les présidents Laurent Gbagbo, Affi-N'Guessan et Tidiane Thiam, sans pour autant pointer du doigt le mandat du président Ouattara. Laissez-moi venir. Le président Laurent Gbagbo a été écarté par une décision politico-judiciaire. Le président Cheikh Tidiane Thiam a été écarté par la volonté simple de la CEI qui a refusé d'organiser la RLE avant les élections. Le président Affi-N'Guessan, on dit aujourd'hui qu'il n'a pas pu réunir le nombre de parrains qu'il fallait. Mais en revanche, nous avons que le président sortant n'a pas pu atteindre les 1% qu'on lui a demandé, qui s'élevait à 87 000 parrains. Et ici, je dis bien, je cite le préfet Vincent Toki, il a dit, mais le Conseil constitutionnel n'a pas pu le démentir. Alors, il y a donc de quoi à s'interroger. Comment des gens qui ont pu avoir 169 000 parrains et quelqu'un qui a 85,
son dossier est recevable et l'autre non. Il y a donc de quoi s'inquiéter. Et ce n'est pas la première fois. Il faut dire que quand l'international socialiste parle, c'est au moins 162 pays qui sont en branle. 162 pays qui sont en branle, qui visent la Côte d'Ivoire, qui regardent la Côte d'Ivoire et qui interpellent la Côte d'Ivoire sur la démocratie. Et ce n'est pas déjà un bon signe pour le parti au pouvoir, mais c'est déjà encourageant pour l'opposition qui a déjà soutenu l'international. Voilà une déclaration qui secoue la scène politique ivoirienne et qui pourrait bien ouvrir une nouvelle page de confrontation entre le pouvoir, le peuple et la communauté internationale. Le RHDP affirme être prêt à affronter l'ONU, une position sans précédent, lourde de conséquences et pleine d'incertitudes. Que va décider l'organisation internationale? Comment réagira l'opinion nationale? Et surtout, jusqu'où ce bras de fer pourrait-il aller? Autant de questions qui resteront au cœur du débat dans les prochaines heures. Restez connectés, car ce dossier ne fait que commencer.